Bonsoir Emmanuel de Boisson, nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre, Un coup au cœur, qui vient de paraître chez Calman Lévy. Cher Emmanuel, rappelons que vous êtes écrivaine, journaliste et critique littéraire. Vous avez fondé et êtes également présidente du prix de la Closerie des Lilas, membre du jury de nombreux prix littéraires, notamment celui du prix Geneviève Moll de la biographie, du prix Évoque, du prix Simone Veil et du prix des écrivains combattants. Après plusieurs essais, vous vous consacrez à l'écriture de romans où vous explorez les méandres de la psychologie des femmes, leurs obsessions, leurs secrets, leur quête de liberté. Vous avez écrit environ 25 ouvrages, essais et romans, mais ce qui nous occupe aujourd'hui est tout à fait particulier. Votre magnifique et bouleversant Un coup au cœur, cher Emmanuel, c'est votre histoire qui prend la forme d'un roman autobiographique dans lequel vous nous racontez ce que vous avez vécu physiquement et psychiquement depuis la chute jusqu'au retour à la vie. Un coup au cœur, si vous m'y autorisez, est touché par la grâce. Hymne à la vie, déclaration d'amour à votre compagnon, mais aussi à votre famille. Ode à la littérature, à l'écriture et à son pouvoir rédempteur. Hommage appuyé aux médecins et aux équipes soignantes de Cochin. Retour sensible et bouleversant sur votre passé. Alors de quoi s'agit-il? Le 7 février 2022 à 17h30, précisément, votre cœur s'est arrêté. Aucun signe avant-coureur. Des nausées, un malaise général et diffus. Vous ne réalisez pas du tout ce qui se passe. Puis c'est l'infarctus et le trou noir. C'est tout ce dont vous vous souviendrez pendant un temps. Le hasard merveilleux de la vie fait que votre compagnon est présent alors qu'il devait être au Figaro. Pendant une demi-heure sans faillir, en attendant que les secours arrivent, Anton vous fait un massage cardiaque qui vous sauvera la vie. Alors que vous paraissez sans vie, il continue sans relâche jusqu'à l'arrivée des pompiers. Puis seront 8 électrochocs dont seul le 8e vous ramènera à la vie. Le cœur, après tant de minutes d'arrêt, repart. Autant dire un miracle. Puis ce sera la réanimation à Cochin. Votre pronostic vital est engagé et vous resterez pendant des semaines entre la vie et la mort. De ce point de départ, vous allez mener une enquête, cher Emmanuel, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et partager avec nous toutes les étapes de votre retour à la vie, à la fois un voyage au bord de la mort, long combat pour revenir parmi nous, enfer du service de réanimation, coma, sonde, délire, très lente convalescence, rechute, rééducation, et votre expérience de mort imminente sur laquelle nous allons revenir. Cher Emmanuel, voulez-vous revenir pour nous sur les moments qui ont précédé cet arrêt cardiaque, que vous n'avez pu reconstituer que beaucoup plus tard, n'en ayant gardé aucun souvenir au tout début? C'est à vous. Merci, tout a été dit et très bien dit. Vous avez abordé tous les points. Effectivement, avant cet arrêt cardiaque, je n'avais, comme vous l'avez dit, aucun signe avant-coureur. Rien. J'allais très bien. Je venais de passer 2 nuits blanches pour terminer les corrections d'épreuves de mon roman sur June Miller, la femme d'Henry Miller, Mansfield Miller. Et ce jour-là, c'était un lundi, 7 février. J'avais un pot avec un jeune éditeur, Benjamin Barnier, donc je rentre à la maison vers 15h. Et effectivement, Anthony était là. Par chance, et ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire que si je vis, c'est grâce à un mort, parce que s'il est resté là, c'est parce qu'il devait faire une nécro sur un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Gridy, qui est un auteur de vaudeville, et donc grâce à un vaudeville. Donc c'est assez cocasse, mais sinon, il devait être à la réunion culture du lundi du Figaro. Donc je lui dis que j'ai mal au dos. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai oublié tout ce qui s'est passé juste avant. J'ai mal au dos et je m'allonge, il me dit prends un Doliprane, je mets sur le lit et puis il vient me voir très gentiment une ou deux fois et puis à un moment je lui dis je commence à avoir des nausées, j'ai vraiment envie de vomir et il se souvient que dans un roman, il avait lu il y a longtemps qu'une autrice, il ne se souvient plus qui, avait eu un infarctus juste après avoir dit qu'elle avait mal au cœur. Et donc, ça lui met la puce à l'oreille, et d'autant qu'il me voit devenir un peu jaunâtre, grisâtre, et que, voilà, je suis pas bien, vraiment pas bien. Et alors là, il appelle assez vite le SAMU. Mais le SAMU, vous savez, il faut attendre. Le SAMU, vous n'avez pas tout de suite quelqu'un au téléphone.
et je n'avais pas encore perdu connaissance, mais tout ça, il me l'a raconté, hein. Moi, je peux pas je vous dis ce qu'il m'a dit, hein, parce que j comme vous l'avez dit, j'ai vraiment fait une enquête sur tout ce qui s'est passé avant, puisque je ne me souviens de rien. J'ai été comme protégée. Ce qui est très touchant d'ailleurs, c'est que votre compagnon va mettre du temps d'ailleurs à vous raconter. Oui, Par j'ai pudeur encore appris quelque peut-être? chose, il y a 2 jours. Par exemple, pendant qu'il a fait ce massage cardiaque, il y a eu un moment où les pompiers sont arrivés, il n'avait pas le code. Il est descendu, et l'autre jour, à une dédicace, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: «On ne peut jamais lâcher une personne, sinon le cerveau n'est plus irrigué». D'ailleurs, il faut aller très, très, très vite, en 4 minutes, et ce temps de descente, il m'a dit: «Mais tu sais, je ne suis pas descendu par l'ascenseur, j'ai cavalé dans l'escalier, j'ai dû mettre 1 minute, j'ai ouvert aux pompiers», parce que lui, il a un bip, «j'ai ouvert aux pompiers et je suis remontée et c'est eux qui ont cavalé vers le haut pour revenir vers toi, et ça, je ne savais pas». Par exemple, j'apprends des petites choses comme ça, et donc j'ai tout reconstitué. Ce massage qui a duré le temps de l'arrivée des pompiers, à peu près 20 minutes, et puis la scène de carnage avec 8 électrochocs, du sang qui jaillit partout. Ils m'ont intubé, et le 8e électrochoc, ce qui est très, très rare. Et je vais vous dire quelque chose, c'est rarissime, je crois que je suis un miracle, de de retrouver, la santé et la forme sans aucune séquelle, après un arrêt cardiaque aussi long. Si souvent, il ne continue pas au-delà d'une demi heure parce que les patients ont trop de séquelles. Moi, j'en ai aucune. Ça veut dire qu'il a été très rapide et qu'il a vraiment, vraiment fait ce massage avec une force. Il m'a cassé les côtes, mais Oui. c'est pas grave, avec énergie, et même quand on ne sait pas le faire, il faut y aller. Il faut y aller très, très fort, appuyer sur les plexus, et donc et tout de suite, sans arrêt, et comme dans une scène de guerre, hein, sans y mettre d'émotion, parce que si vous rentrez dans, voilà, la pauvre, et quand vous commencez à pleurer ou à paniquer, vous avez en face de vous un cadavre et vous êtes obligé de vous dire, faire abstraction, voilà, c'est elle. On peut se dire: «Voilà, c'est un kidam, c'est quelqu'un, je la sauve et c'est tout», et il a tenu, tenu, tenu jusqu'à ce que les pompiers, fassent leur boulot, et le SAMU ensuite, et le départ en réa. Donc c'est rare, je crois que je suis à un cas qui a un petit 1 de cas comme les miens, pas plus. C'est Oui, un je crois miracle que absolu, c'est très, très rare. c'est Tous les très, très médecins me rare. l'ont dit. La plupart des gens, soit ont des problèmes d'expression, de mémoire, de mobilité. Moi, je vais très, très bien. Bah, Alors ça, c'est la merveilleuse nouvelle, mais Emmanuel, vous allez comprendre un peu plus tard, on reviendra sur vos semaines à l'hôpital, parce que je voudrais qu'on parle de votre expérience du coma profond, ou des sédations très, très profondes qui vous ont permis, d'aller, vers des rivages absolument magnifiques et moins magnifiques. Mais avant toute chose, vous comprenez beaucoup plus tard dans cette enquête, presque, oui, tout à fait. que pendant ces 30 minutes, vous avez votre cœur s'est arrêté, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI. Mmh. Vous allez mettre très longtemps à le comprendre, vous allez mettre très longtemps à l'expliquer et à le partager. Donc je voudrais d'abord que vous nous expliquiez ce qu'est l'expérience de mort imminente, ce dont vous vous souvenez, et Mmh. puis pourquoi avoir eu cette pudeur à un moment donné? Est-ce que c'était pour le garder pour vous parce que c'était une espèce de zone, comme vous le dites, vraiment de façon si jolie, de confort ou de réconfort? Est-ce que c'était par pudeur vis-à-vis de votre compagnon? Donc, est-ce Non. D'abord, une expérience de mort imminente, ce sont des mots qui pour moi étaient assez abstraits. Je ne m'intéressais pas trop à ces questions-là avant. Je n'avais pas lu grand-chose. Je savais qu'il existait, comme beaucoup de gens, le tunnel, la lumière au bout du tunnel, et le fameux tableau de Jérôme mmh. Bosch qui est à Venise. Bon, et je me disais, oui, j'y croyais pas beaucoup. Je croyais pas beaucoup qu'on ait une survie. Je me disais, j'étais plutôt quelqu'un d'assez réaliste avant, en me disant: «Bon, tant mieux, j'aurai peut-être une bonne surprise». Même la religion, la résurrection, j'ai toujours eu un doute, voilà. Mmh. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y a eu les réveils du coma, et puis après, petit à petit à l'hôpital, des flashs, des images, des sensations me sont venues, de plus en plus fortes et récurrentes, tellement, qui m'ont hantée, qui m'ont poursuivie, et qui, à un moment, se sont regroupées comme un puzzle, et j'ai retrouvé exactement, un voyage, une expérience vécue, pas un rêve, parce que les rêves, souvent, ils s'estompent, ou ils sont très courts. Enfin, là, c'était très, très, très fort, et puis c'était vraiment un
c'était avec des sensations, tellement, inoubliables que je sais que c'est enfin, je suis sûre que c'est vrai. Et en fait, je voulais pas en parler effectivement parce que, d'abord, j'avais qu'une envie, c'était de me rétablir. Mmh. C'était mon obsession. Prouver aux autres que j'avais pas de séquelles, c'est-à-dire leur montrer que j'étais, voilà, je me souvenais de tout, leur dire, et encore maintenant, il y a des gens à qui je me sens un peu obligée de prouver, tout va bien. Et donc c'est venu pas si tard finalement, parce que après la sortie de Cochin, après une petite phase de rééducation tout à fait normale, nous avons été au théâtre avec Anthony, j'ai vu un spectacle d'Adjani et là, j'ai entendu parler des 7 bonnes raisons de croire au au-delà et j'avais en moi, sans vouloir en parler, ce secret et puis je me suis dit: «C'est étrange, ça ressemble un peu, mais en tout cas, je me sentais proche des gens qui ont vécu une chose pareille». J'ai lu un livre d'abord. Je me suis dit: «C'est ça, j'ai mis tout d'un coup un mot et je me suis sentie complètement soulagée de découvrir que ce voyage que j'avais fait était, heu, un voyage, dans l'au-delà, un voyage de l'autre côté de la rive, oui. Il était en moi depuis un moment, mais voilà, j'ai du mal à en parler, je vais vous dire, Nathalie, quand même. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé, 1 ou 2 fois, mais je me sens, c'est comme si je livrais une part de moi tellement, tellement intime. Alors Intime? je peux le faire, je vais vous en parler si vous le souhaitez, mais Non? Non, non, c'est, rien que vous ne soyez que c'est vous un ayez envie de voyage, partager. quand même qui me hante et qui est tout le temps en moi, qui m'aide à vivre et qui va être, comment dire? Un peu un guide, qui me pousse à faire un chemin qui va être long, un chemin spirituel, vers une certaine sagesse qui a déjà eu des effets dans ma vie, de vrais changements. Après la Mmh. phase, du traumatisme, la parano, tout ce qui était très difficile à vivre au début. Là, c'est assez récent, ça fait 1 an et demi que j'en suis sortie. J'entre dans une période, qui moi me semble aller vers, une autre vie, Vous une au écrivez quelque chose de très joli, vous dites: «J'ai appris à dire je t'aime», à un moment donné dans votre livre. Alors, je vais, on va revenir à Cochin. Une fois à Cochin, entre la vie et la mort, vous allez, vivre l'enfer, avec plusieurs tentatives de réanimation très douloureuses, une de rééducation réveil, hein. de réveil, pardon, de réveil, une rééducation compliquée, mais ce Mmh. sont également, notamment pendant des moments de coma et de sédation assez profonds, des expériences magnifiques, rêves dans lesquels vous retrouvez vos chers disparus, votre père, votre mère, votre grand-mère, un soutien exemplaire de votre famille, l'élégance des relations entre votre ex-mari et Anton, et surtout dans un rêve, cette urgence ressentie d'écrire votre histoire, avec ce chaos que vous ressentez à un moment donné, qui est absolument magnifiquement écrit. Vous aurez parfois ce sentiment que la mort vous appelle avec un ressenti de quelque chose de doux, mais la vie sera plus forte. Mmh. Anton vous appellera à revenir sur le bord Mmh. de l'autre rive. On en parle un instant. Alors, c'est un livre qui est une lutte pour la vie. Mmh. Tout le thème de ce livre, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vit, je pense que certains le savent, des moments comme ça en réanimation, vous avez tellement mal. Il y a eu un moment où c'était atroce pour moi, j'avais des nausées, j'avais mal, j'avais des côtes cassées, j'étais avec intubée, accrochée, je pouvais pas bouger, c'était de l'horreur parce que tout s'est un peu déglingué en moi. Eh bien, il y a en nous, et moi je l'ai ressenti très, très, très fort, une envie de tout abandonner, mais réellement. Et moi, ça s'est concrétisé, c'est-à-dire que je suis descendue comme ça, happée par les fonds marins, vraiment descendue vers les abysses et avec un bonheur, un plaisir de tout lâcher, dont parle Freud, hein, dans La Mmh. pulsion de mort, que connaissent d'ailleurs tous ceux qui frôlent par des sports, par le danger, la mort. Et voilà, j'étais prête à tout lâcher. Et puis j'ai eu un instinct de survie qui est revenu assez souvent. Et là, en tout cas, ce jour-là, c'est difficile le temps n'existe plus Mmh. dans ces Mmh. moments-là. Vous êtes entre la réanimation, vous êtes dans la vie de la mort. Vous savez pas, vous êtes dans un service la réanimation, c'est vraiment une série télé, quoi. Vous êtes dans un monde très, très, très particulier. euh, que décrit très très bien Simenon dans Les Anneaux de Bicêtre. C'est fascinant. Ou Philippe Labro.
On est là, et je me suis raccrochée à une lumière rouge. Je me suis dit: «Voilà, là, j'ai cet espoir-là de remonter à la surface, de retrouver les miens et de retrouver cette lumière rouge qui est, j'ai envie de pleurer parce que tellement, c'était tellement dur de remonter. Mais j'y suis arrivée, je suis arrivée à remonter, et cette petite lumière rouge, pendant toute cette période, je l'ai portée sur mon ventre. Elle est restée là, elle m'a beaucoup aidée, cette petite boule rouge. Parce que c'était pour moi, un moment, enfin, quelque chose de chaud, de doux. C'était tellement dur, j'étais assaillie de parasites, de pensées parasites. Mon esprit allait à toute vitesse, je vivais des cauchemars atroces tout le temps et j'avais très mal et je raccrochée à ça, à cette lumière rouge qui m'a aidée. Emmanuel, dans ce livre, vous essayez de comprendre et d'aller aux racines du mal. C'est l'occasion pour vous de revenir sur votre passé, votre jeunesse, la rigidité d'un code moral hérité de votre mère, la dureté de votre mère, les souvenirs de Mohamedia, le Mmh. mariage, le deuxième enfant qui part trop tôt, et Mmh. votre élan de vie qui vous poussera alors à écrire. Avec ce magnifique roman, vous empruntez et ouvrez avec maestria un chemin totalement personnel. Et pour vous citer, en page 134 de votre livre, est-ce parce que les objets ont le pouvoir de réveiller les absents qu'ils se manifestent? Est-ce parce que je les ai croisés là-haut? Maintenant que je sais où ils habitent, je me sens plus proche d'eux, sûre qu'ils sont dans la joie. Et je les comprends. Moi aussi, j'étais si sereine dans le monde des bienheureux que j'oubliais celui des vivants. À présent, ils veillent sur moi et je les remercie de m'avoir laissé partir. Leur promets de ne pas les décevoir, de continuer à transmettre leur histoire et écrire de tout mon sou, selon les lignes de mon cœur, ma manière de survivre, comme les écrivains qui m'ont tiré de la mélancolie Mmh. depuis que j'ai commencé à lire. Ma première question, Emmanuel, pourrions-nous imaginer que vous allez continuer à creuser certaines clés de compréhension de votre vie qui parcourent votre livre? Bah, de toute façon, j'écris depuis que je suis petite. Pour Mhm. moi, c voilà, ce que je n'écris pas n'existe pas. C'est ce que Vous j'ai l'avez écrit. écrit. Donc ça, c'est pour moi très vrai. C'est-à-dire que c'est une nécessité depuis l'enfance. Nous habitions au Maroc, je reviens pas mal sur cette Mhm. enfance dans ce livre par flash comme ça de souvenirs qui reviennent, et c'était mon espace de liberté, toute petite déjà. Ça l'est toujours resté. Donc, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre à la main, Mhm. sur mon lit d'hôpital. J'ai commencé parce que c'était aussi, ça fait partie de la survie, Mhm. d'écrire. Ça a toujours été, c'est toujours ce qui m'a aidée, c'est pas nouveau. Je vais continuer ce que j'ai toujours fait, peut-être plus, mais C'est-à-dire creuser une veine personnelle, vous évoquez vraiment avec beaucoup de délicatesse deux, trois sujets qu'on a envie de vous voir continuer à creuser, oui, bien évidemment, et qui mmh, sont assez bouleversants. Vous écrivez d'ailleurs que votre journal a été votre premier, enfin qu'il sait tout de vous, évidemment, oui. que l'écriture vous a sauvé la vie. J'aimerais que vous partagiez avec nous ces écrivains qui vous ont sauvé de la mélancolie. Mmh. Ah oui, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que, bon, il y a pas d'écrivain sans passion pour la littérature, qui a été ma grande passion de ma vie depuis que je suis petite. Voilà, depuis Alain Fournier, en passant par toutes les, enfin, j'ai les autrices anglaises, comme Jane Eyre ou Edith Wharton, ensuite Virginia Woolf. Mais j'ai eu des périodes, hein, quand j'étais, je peux pas tout vous raconter sur ma passion pour la littérature, mais elle est très ancienne. La phase poésie, la phase rebelle avec les auteurs comme Zola, et les phases russes, la phase poésie était pour moi la plus importante dans ma vie, si je voulais être poète. Donc je Mm. suis un petit peu revenue à mes premières amours. J'ai une passion pour Éluard, pour Rimbaud, pour Verlaine, pour Baudelaire. Ce sont mes auteurs. Pour moi, la poésie est la quintessence de la littérature. Et Mm. un écrivain qui a une part de poésie en lui, c'est ce qui me touche le plus de musique. C'est pas tellement l'histoire qui m'intéresse dans un livre, c'est le style, c'est la musique.
édition. c'est à l'oreille. D'ailleurs, ce livre, je crois que je l'ai lu entièrement à Anthony avant la parution, parce qu'il ne l'avait pas lu vraiment ou par bride. Je dis: «Écoute, je vais te le lire à la campagne» et je me suis rendu compte qu'il était très vocal, Mmh. très rythmé, très fort sur Plants Dieu. Voilà et c'est donc je me dis, voilà, c'est pour ça que c'est mieux d'écrire par écrit, écrire par, Même à la écrire, main, de toute façon avec un écrire. stylo. Mmh. Parce que il y a une espèce de flux de pensée, qui voilà, une espèce de façon de capter les instants, comme disait Virginia Woolf, les instants au vol, comme on capte, des papillons dans des filets comme ça, hop, on peut capter ce qu'on ressent en écrivant à la main parce qu'on est proche, c'est physique. Alors que quand on tape sur ordinateur, il y a une espèce d'éloignement, c'est plus sec. Donc ce texte-là, c'est pour ça que je l'aime particulièrement sur le plan littéraire, qui est assez, puis il fallait trouver des mots pour dire, l'indicible, pour décrire ces états, à la lisière de voilà, de l'inconnu, de l'autre rive et puis ce voyage dans ce pays mystérieux, tout blanc, ce pays d'amour, ce pays d'une beauté, mais extraordinaire. Je n'ai jamais vu un endroit pareil, où j'étais chez moi, où j'étais bien, où je voulais rester, où j'ai parfois eu envie de retourner. Franchement, c'est vrai. Alors, de ces mois passés à l'hôpital et de cette expérience resteront quelques séquelles. Vous exprimez une hypersensibilité, une forme de paranoïa, mais également une appétence et un goût pour la vie et pour chaque instant de vie. Je vous cite: «Tant que le soleil se lève à l'est, je veux recevoir chaque jour comme une grâce». Mmh. Un mot là-dessus avant que de vous entendre, nous lire un extrait de votre livre pour finir cette interview. Ah oui, oui, alors si vous voulez, maintenant que je sais que je ne devrais pas être là, j tout instant est un cadeau et un bonus, un cadeau, un émerveillement Mmh. et le sel de la vie, comme disait Françoise Héritier, ce sont ces petites choses de rien, même dans les moments difficiles d'attente, qui sont, délicieux parce que oui, voilà et j'ai une conscience, maintenant j'ai beaucoup réfléchi sur la mort, je sais que la mort est devenue une amie. La mort est une petite porte qu'on ouvre, en tout cas je l'ai ouverte pour aller dans la chambre d'à côté. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait de votre livre? Nous sommes voilà, à partir de là. Là, avec ma mine de rescapé, personne ne pourrait croire que j'ai fait une de ces expéditions qui vous transforment à jamais. Personne ne sait que je suis tout illuminée par mon séjour dans ma deuxième maison, un territoire si vierge que je crains de le salir en levant le voile, que cela me porte malheur. Inhibée, j'avance dans l'obscurité, et plus je m'interdis de révéler mon secret, plus il m'obsède. La fascination que cet ailleurs exerce sur moi est telle que je me méfie de mon imagination. Il pourrait inventer toutes sortes de stratagèmes pour monter un nouveau coup de théâtre afin que j'y refile à l'anglaise. Une part de moi est restée là-haut, et il suffit d'un rien pour que je sois tentée par un autre aller-retour. Un sacré dilemme. Dieu sait que je n'ai pas envie de disparaître maintenant, d'abandonner Anton, ce que j'aime. Le duel avec la mort a commencé en plein coma. Pour retarder l'échéance, il me faut de l'audace et une détermination farouche. La lutte est quotidienne, une vigilance de tous les instants. J'ai beau affûter mes couteaux, le risque est grand de me laisser couler en douceur, sans voir venir la tueuse. Comme elle, la déesse des trépassés dans la mythologie viking ou Anubis dans l'Égypte ancienne, la mort avance masquée. Depuis son apparition subite, elle ne me terrorise plus. Me paraît simple, évidente, apaisante. Nous la portons en nous. Nous y sommes habitués puisque nous étions morts si longtemps avant de naître. Mon corps était prêt à ce passage vers une terre d'asile dont mes cellules gardent aujourd'hui la trace. Privé d'une jouissance si forte
qu'elle cherche à s'y perdre. Le paradis existe et j'y ai goûté avec gourmandise. À l'instar d'autres survivants, je suis envoûtée par cette île de la tentation où tout porte à la célébration. Je rêve de me fondre dans le bonheur d'être adorée. Si je n'étais pas repartie si vite, j'aurais pu jouir plus longtemps de ce pays sans frontières, ni contraintes, où l'âge n'existe plus, où tout est amour. J'aurais pu voir les merveilles qui s'annonçaient, retrouver mon petit garçon et ceux de ma famille, partis trop tôt. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.